Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Nous avons actuellement les conseillers qui sont les suivants. Dans le siège numéro 1, Nicolas Ouellette est absent. Il va probablement se joindre à nous. Il y avait une petite contrainte personnelle. Alors, nous avons Philippe Gauvin-Lévesque qui est présent au siège numéro 2, siège numéro 3, Pierre la chaîne qui est en ce moment là, sans caméra, petit problème technologique. Au siège numéro 4, M. Sarto-Dubé. Au siège numéro 5, M. René Royer. Et M. Martin Moret est absent ce soir, qui est au siège numéro 6. Avec la contribution également de Mme Collard-Simard, notre directrice générale, qui est notre secrétaire trésorière en plus et qui va prendre les minutes de cette rencontre. Alors, bienvenue encore une fois. Petit message avant de poursuivre. On a, si la zone verte dans le contexte de la pandémie se réalise, notre prochaine rencontre, qui est une rencontre extraordinaire, qui est prévue le 28, lundi le 28 juin prochain, serait tenue, dis-je, en présentiel, donc avec 25 personnes maximum, incluant évidemment les gens du conseil. Donc, nous disposerons la salle en conséquence et si on atteint le nombre de 25, on devra bloquer l'accès. Sinon, tout le monde sera le bienvenu. Alors, je voulais vous en faire part à ce moment-ci. Donc, l'ouverture de la réunion étant maintenant faite à 19h35-36 et le quorum est déclaré malgré les deux absences constatées. Alors, nous débutons cette rencontre. Compte tenu que vous n'avez pas le public reçu l'ordre du jour, je vais en faire lecture et pour lequel nous aurons à la toute fin là, un proposeur si ça convient aux membres de cette Assemblée. Alors, je pars le bal avec le point 1, l'ouverture de la séance, c'est fait. Au point 2, lecture de l'ordre du jour, c'est ce que je fais. Au point 3, on a l'adoption du procès-verbal de notre rencontre du 3 mai dernier. Au point 4, un bloc sur la gestion administrative et financière. Donc, nous avons à 4.1 l'approbation des paiements des comptes à payer. En 4.2, le dépôt du rapport des faits saillants du maire sur les états financiers 2020. Dans le bloc 5, ce sont les demandes d'aide financière, matérielle, humaine et des invitations. Nous avons 6 points. Donc, en 5.1, projection 1635, c'est une demande d'adhésion comme membre. En 5.2, c'est également une demande d'adhésion de la prévention du suicide du KRT. En 5.3, le SADC, la Société d'aide au développement de la collectivité, qui est une demande d'adhésion également. En 5.4, une demande de contribution financière par la Société du roman policier. En 5.5, l'Association forestière Bas-Laurentienne, qui demande également une adhésion à son association. En 5.6, une demande de contribution financière au Fonds de développement des municipalités du Kamouraska, qu'on appelle le FDMK, pour une activité locale au volet municipal. Maintenant, dans le bloc 6, qui comprend les ententes, contrats, autorisations, nominations et appuis, en 6.1, nous avons l'entretien du tracteur à discuter. En 6.2, une offre de service pour l'installation d'une clôture sur notre terrain de soccer. En 6.3, responsabilité de la municipalité vis-à-vis les conduites pluviales en terrain privé. C'est un envoi d'une lettre qu'on veut faire aux résidents concernés. En 6.4, vente d'une parcelle de terrain à gestion immobilière Galaxy Incorporée. 6.5, l'embauche de Mme Barbara Gauthier, qui est une inspectrice suppléante en bâtiment et environnement de la MRC. En 6.6, ma place au travail, pénurie de places en garderie, c'est une résolution d'appui. En 6.7, nous avons un poste pour l'embauche d'un jardinier ou d'une jardinière, pour nos parcs municipaux notamment. 6.8, nomination du maire suppléant pour la prochaine période du 1er juillet et suivante. 6.9, camp de jour 2021, une aide financière qu'on veut octroyer aux parents pour le camp de jour 2021 qui se fera à l'extérieur. En 7, maintenant, dans le bloc aménagement et urbanisme, on a 7 demandes de permis et de dérogations mineures qui sont déposées.
Donc, on a les demandes de permis pour le 148 du Faubourg, une demande de permis pour le 210 boulevard Bégin, j'étais en 7.2. En 7.3, une demande de dérogation mineure pour le 9 rue Lebel. En 7.4, demande de dérogation mineure pour le terrain du 3 rue William. En 7.5, demande de permis maintenant pour le 218 boulevard Bégin. 7.6, demande de permis pour le 206 boulevard Bégin. Et en 7.7, une autre demande de permis pour le 174 boulevard Bégin. Alors, au bloc 8, avis de motion et règlement, il y aura un avis de motion pour le règlement que nous avons déjà discuté sur la gestion contractuelle, mais pour lequel il y a une modification à y apporter en 8.1 que c'était. En 8.2 maintenant, un avis de motion également et un dépôt de règlement sur le règlement 356 qui va remplacer le 353 qu'on a déjà discuté dernièrement et pour lequel, lui également, il y a un ajout à y faire. Au bloc 9 maintenant, dans le dépôt des documents, on a un point qui est écrit point d'information, mais ça va être un point à voter sur les brigadiers scolaires. Et le point 10, correspondance. On a une liste de correspondances qui sont annexées au procès-verbal. Le point 11, nouvelles affaires, restera ouvert s'il y a de nouvelles affaires que les conseillers désirent déposer. Il y en a une connue, c'est sur, je la cite immédiatement, là, c'est un projet de résolution sur les restes des 215 enfants sur le site là, de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops. Alors, vous pourrez prendre ce point-là comme 11.1. Et s'il y a d'autres points subséquents, on les mettra à l'ordre du jour. Période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions du public, Mme Simard? Non. Alors, ce point-là sera sauté pour nous amener au point 13, levée de la séance. Est-ce que, si vous êtes d'accord avec cet énoncé d'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? C'est Philippe. Merci, Philippe. Alors, on part cette session avec l'adoption du procès verbal, dis-je, du 3 mai dernier. Alors, est-ce que tout le monde l'a lu et est-ce que vous en êtes satisfait? Si oui, j'ai Pierre qui en fait la proposition. Alors, Pierre propose. Vous m'arrêtez si jamais là, je vais trop vite. Dans le bloc 4 maintenant, gestion administrative financière, les comptes à payer. Les conseillers ont également reçu la liste des comptes à payer et la liste là, des incompressibles, etc., qui totalise pour la période du 1er au 31 mai 2021 une somme de 151 133,40 $. Alors, j'ai M. Sarto qui propose l'adoption de l'approbation de ces comptes à payer. En 4.2, dépôt du rapport sur les faits saillants du maire sur les états financiers 2020. Vous avez déjà reçu, les citoyens, votre conseil vous informe qui expliquait la grande majorité des énoncés. Alors, nous déposerons en annexe du procès-verbal votre conseil vous informe dans le modèle qui se limite évidemment aux résultats financiers. On n'a pas besoin de résolution, Sarto, à moins que ce soit une question. Une question, c'est pour le point d'avant, là. Oui. Au point 4.1, là, il y avait déjà un proposeur d'inscrit. Je voudrais corriger ça. Oui, mais ça, c'est des petites coquilles qu'il y a dans notre procès-verbal projet qu'on a juste oublié d'enlever les noms. Alors, on a changé le nom qui était là pour le tien dans le dépôt officiel du procès-verbal. Correct. Ça nous amène au bloc 5 pour les demandes d'aide financière, matérielle ou humaine et invitation. Au point 5.1, on a une demande de projection 1635 qui s'occupe là d'aider les jeunes de 16 à 35 ans à trouver des emplois et qui fait également là, de la promotion et de l'aide à cet égard et pour lequel on nous demande une contribution de 50 $ pour en fait là, devenir membre de leur membership, ça, c'est une adhésion, oui, c'est ça, une adhésion à Projection 1635. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, est-ce que quelqu'un propose? J'ai Pierre qui propose. Alors, 5.2, prévention du suicide, qui demande également une demande d'adhésion. C'est un montant assez petit, là. On parle de 10 $ pour devenir membre
de la Fondation. Alors, Philippe propose de devenir membre de la prévention du suicide KRT. En 5.3, la Société d'aide au développement des collectivités qui aide les organismes là, en développement là, commercial surtout et social-économique. Alors, c'est un organisme là, à but non lucratif et qui aide, dis-je, là, les sociétés à but non lucratif du territoire. Alors, le membership est de 34,49 $. Alors, j'ai Sarto qui propose d'en devenir membre ou de maintenir notre membership parce qu'on était déjà membre de la SADC. Société du roman policier, c'est une demande de contribution financière. La société nous a fait une demande pour une contribution à la hauteur de 2 000 $ dans un contexte où il n'y a pas eu d'activité en 2020, dans le contexte évidemment de la pandémie. Le Conseil s'est penché sur cette situation-là et désire maintenir sa contribution annuelle qu'elle verse, c'est-à-dire 1 000 $ et invite notamment là, si la société voulait maintenir sa demande au-delà du 1 000 $ que le Conseil est disposé à donner, ben, elle invite là, à faire une contribution, là, en fait pas une contribution, mais une démonstration, dis-je, une démonstration de ses besoins additionnels. Et j'ai une question de Pierre. Ton micro est fermé, Pierre? Le micro est toujours fermé. J'ai vu ta main levée, mais je n'ai pas vu ton micro se fermer. Oh. On a perdu Pierre. Non, mais le micro est fermé. Oui, oui. Fermé le mien, par exemple. Bon, alors, Pierre, on pourra peut-être revenir sur ton commentaire. Alors, si vous êtes d'accord avec cette proposition. Je demande le vote. Ah, voilà Pierre qui revient. Oui, Pierre, tu avais une question? Non, je demande le vote sur... OK, alors le vote est demandé. Alors, je procède par les sièges. Alors, j'y vais avec Philippe. Je maintiens la proposition du Conseil. OK, donc pour 1 000 $. Et je continue avec Pierre. J'imagine que si tu demandes le vote, c'est contre. Ben, je suis contre le 1000. Je pense qu'on devrait au moins accorder 2000. Et j'avais proposé également qu'on assume le prix Saint-Pacôme qui est de 3 500 $. Mais pour la municipalité, ça serait 3 000 puisque les libraires indépendants fournissent 500. OK. Alors, ton commentaire étant déposé, j'ai Sarto qui est le prochain à parler. Oh. Alors, pour le 1 000 $. René? Pour le 1 000 $. Pour le 1 000 $ aussi. Alors, à 3 contre 1, la résolution est, votée en faveur. Alors, ma position est également pour, là, soit dit en passant. En 5.4, l'Association forestière Bois-Laurentienne demande d'adhésion. C'est une adhésion qui coûte 75 $, taxes incluses dans ce cas-là. Ce qu'on voit surtout à Saint-Pacôme, c'est la distribution d'arbres qu'on voit chaque année et qui a un assez grand succès. Mais l'association fait également des conférences sur l'environnement, fait également des journées carrières dans les écoles secondaires surtout. Alors, le Conseil serait disposé, si vous êtes d'accord, là, à y aller de l'avant avec cette adhésion-là comme telle. Alors, Philippe propose. 5.6, contribution au fonds. Oui, Sarto. Ça, le 75 $, c'est parce qu'à chaque année, ils nous fournissent différentes essences d'arbres, c'est bien ça? Oui, entre autres. Ils en font plus, mais c'est pour nous, ce qu'on voit directement, c'est comme cette année, là, les 450 arbres qu'on a reçus là, et qui ont été distribués à presque 80 personnes. C'est là-dessus là, qu'on voit chez nous un élément là, factuel, alors qu'on pourrait en demander plus là, si on faisait des ateliers ou des conférences là, sur l'environnement, sur la forêt. Ils seraient disposés comme membres que nous serions.
À 400 pour 400 arbres à 75 ça fait pas cher de l'arbre, ça. Non, effectivement. Puis c'est bien apprécié, je peux vous le dire. Là. En tout cas, René peut en être témoin parce que René et moi avons été les distributeurs, puis ça a fonctionné rondement, puis ça a été pas mal intéressant. Alors, Philippe, tu maintiens ta position là-dessus? Parfait. Alors, en 5.6, une contribution financière au FDMK concernant le volet municipal sur une activité locale. À chaque année, la municipalité, en fait, la MRC, là, met à la disponibilité des municipalités un 500 $ pour une activité locale qui peut être une activité de nature, c'est surtout des activités de nature culturelle et pour lesquelles, là, ou des activités de nature là, qui peuvent être là, pour le bénéfice de la communauté. Alors, ces montants-là sont généralement réservés sur demande, alors que nous avons eu une demande d'un groupe qui s'appelle le Théâtre La Baquesse, théâtre qui, si on accepte là, cet élément ce soir, serait chez nous dans la période du, je l'avais pris en note sur un bout de papier, 5 septembre que tu m'as dit, Andréane, tantôt, c'est bien cela. Alors, le 5 septembre, il viendrait faire une activité qu'on appelle le Pop-Up Fest. Et cette activité-là comprend notamment un théâtre ambulant, des éléments de cirque, de l'animation avec la foule, et pour lequel, là, évidemment, dans le respect des éléments de santé communautaire, de santé là, dans le contexte de la COVID. Alors, cette activité-là, c'est peut-être pas écrit dans nos procès-verbaux de projet, mais il y a une contribution de 100 $ de la municipalité et 500 $ qui proviendraient du FDMK, si on est d'accord avec ça. J'ai Pierre qui a une question, je crois. Non, Robert, je propose. OK, alors c'est une proposition par Pierre pour y aller avec le Pop-Up Fest là, du 5 septembre prochain et qui nous coûte, là, comme je le mentionnais, 100 $ et 500 qui proviennent du FDMK pour un total de 600 $. Dans le bloc 6 maintenant, on tombe dans les ententes, contrats, autorisations, nominations et appuis. Nous avons en 6.1 l'entretien du tracteur. On a fait des travaux majeurs sur le tracteur en 2018, mais depuis, on a évidemment un peu, je dirais, là, oublié l'entretien régulier. Et à cet égard, bien, on a fait faire là, une estimation sur les travaux à faire pour remettre le tracteur d'aplomb. C'est un tracteur qui a quand même une dizaine d'années, qui a été acheté en 2011, mais qui est encore assez solide pour perdurer encore quelques années, selon le dire des employés municipaux. Et cette réparation-là coûterait 4 599,25 $ avant taxe et qui permettrait de faire les remplacements d'huile hydraulique, une soudure à faire, etc. Il y a plein de petites choses là, et pour lesquelles on aurait un tracteur qui serait en très bonne forme au sortir de cet entretien. Alors, si vous êtes d'accord avec cette proposition faite par l'administration, j'ai Philippe qui est en fait la proposition. Nous avons en 6.2 une offre pour l'installation d'une clôture du terrain de soccer, notre nouveau terrain de soccer, qui serait délimité là, sur la rue Caron là, avec une clôture de 2 mètres, là, on va parler en mètres, et pour lequel là, il y aurait un filet additionnel pour empêcher le ballon d'aller sur la rue. Une clôture également un peu plus basse, celle-là, qui empêcherait les ballons d'aller du côté du chalet là, de centre de ski et également là, une partie là, qui empêcherait là, dans l'autre côté du côté de la patinoire d'éviter que le ballon se retrouve là également. Alors, nous avons fait appel à 3 soumissionnaires, Option Sécure de Mont-Carmel, Clôture André Arton de la Pocatière et les entreprises Jean-Marie Côté de Rivière-du-Loup, qui avait jusqu'à aujourd'hui, je crois, la date de dépôt finale
de leur soumission, de leur proposition. Et nous avons une entreprise qui n'a pas déposé, donc Clôture André Arton, la Pocatière, n'a pas déposé de soumission, alors que Option Sécure de Mont-Carmel l'a fait pour un montant de 20 250 $ avant taxe, ainsi que les entreprises Jean-Marie Côté de Rivière-du-Loup pour 35 900 $ avant taxe, qui fait en sorte que la proposition d'Option Sécure serait celle qui serait retenue. Oui, Sorto? Pour accepter la proposition d'Option Sécure. Parfait. Alors, Sorto en fait la proposition. Puis que le montant qui manque soit pris dans le surplus accumulé. Tout à fait. J'y arrivais effectivement parce que nous avions estimé un budget de 20 000 $ alors que l'excédent des frais, parce qu'il pourrait y avoir un peu, évidemment c'est 20 250, mais il pourrait y avoir un peu de suivi aussi fait par l'ingénieur qui était au dossier, peut-être, j'en sais trop rien pour le moment, mais si c'est le cas, ce serait à l'intérieur du surplus libre qu'on puiserait les sous additionnels. Monsieur Dubé? Une question pour Andréane. Si je ne me trompe pas, les filets sont en sus, hein? Non, ils sont inclus. Mais Jean-Marie Côté, lui, il ne les faisait pas dans sa soumission. Mais tu sais, c'était optionnel dans le devis. Sauf que là, lui, Option Sécure, il l'a inclus dedans. OK. C'est bon. Ça répond à la question? Oui. Parfait. Alors, en 6.3 maintenant, responsabilité de la municipalité vis-à-vis des conduites pluviales en terrain privé, envoi d'une lettre là, aux résidents concernés. Ce sujet-là est un sujet assez délicat depuis quelques mois, à l'effet qu'on est constamment sollicité pour d'anciens conduites pluviales qui, avec le temps, là, prennent de l'âge et deviennent vétustes. Et certains endroits commencent à se détériorer. Et on a plusieurs citoyens qui font appel à la municipalité pour en faire la réparation, croyant, sans données probantes, que ces conduites-là seraient sous responsabilité municipale. Pour l'instant, on a fait appel à notre avocat pour valider notre responsabilité à cet égard, parce que si on ne retrouve pas dans les cadastres, dans les documents des citoyens, une servitude qui nous permettrait d'affirmer que nous sommes responsables, en fait, responsables, que la servitude nous permettrait d'accéder à ces conduites-là comme telles, bien, pour l'heure, ce qui a été proposé par notre avocat, c'est de ne pas assumer cette responsabilité-là en totalité, mais si, en fait, la décision qu'on doit prendre ce soir est la suivante, c'est que la municipalité va transmettre une lettre là, pour aviser les citoyens qui ont ce genre de conduite sur leur terrain afin de voir si certains d'entre eux auraient des informations qui prouveraient le contraire de notre affirmation actuelle, mais pour lequel la loi actuellement, qui est la loi sur la fiscalité municipale, là, nous dit que la municipalité peut faire des travaux d'entretien à la demande des citoyens, mais que ces travaux-là seraient à leurs frais, à moins qu'ils démontrent ou qu'il y ait preuve que ces conduites-là soient propriété municipale, ce qu'on n'a pas trouvé à ce jour. Les avocats ont fait 18 vérifications sur la centaine de résidences là, qui auraient vraisemblablement là, une conduite sur leur terrain. Et dans ces 18 là, vérifications qui ont été faites, aucune démontrait que le pluvial était sous responsabilité municipale. Donc, ce qui a été proposé par nos avocats, c'est envoyons une lettre à tous ces gens-là pour leur donner notre position selon là, la résolution qu'on dépose ce soir. Mais on se garde quand même, et c'est dans l'avis de l'avocat, on se garde la possibilité de modifier la chose si il y avait des données qui viendraient changer
la prétention là, qu'on annonce actuellement. Alors, c'est l'esprit de la résolution, c'est de faire une lettre là, à tous ces gens-là pour les aviser que la municipalité ne se tient pas responsable des conduites qu'ils ont sur leur terrain, à moins qu'ils en fassent une preuve haute, là, et c'est la résolution là, qui est déposée au sein du Conseil. Est-ce que j'ai des questions ou un proposeur? Sarto propose. Non, attends une minute. Moi, je me retire de la discussion parce que je suis touché du côté de la rue Fortier puis du côté en arrière de chez nous. OK. Entre deux propriétés. Alors, entre la rue Saint-Pierre puis la rue Fortier, il y a une conduite qui passe entre les deux terrains, puis je suis touché par ça des deux bords. OK. Alors, tu te retires de ce point-là. Yeah. Et j'ai René qui propose. René, c'est bien ça? Parfait. Alors, René propose et Sarto se retire de ce point-là. Il y a Pierre qui a levé la main aussi. Oh oui, Pierre avait levé la main. Excuse-moi, je regardais les autres. Alors, Pierre, tu as un commentaire ou... Ben, j'avais juste une question. Tu as dit qu'il y avait 18 cas qui ont été examinés. C'était 18 sur combien? Sur 100. Ah, OK. 20% plus ou moins, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'échantillonnage qu'a pris les avocats pour ne pas indûment là, faire un exercice là, sur les 100. Puis, compte tenu qu'ils n'ont rien trouvé dans ces 18-là, ben, c'est la raison pour laquelle on nous dit laissez signifier à tout le moins aux citoyens là, votre position et on verra s'il y a changement là, par rapport à cela. C'est bon? Oui. Alors, en 6.4, vente d'une parcelle de terrain à gestion immobilière Galaxy. C'est un sujet qu'on a déjà débattu, soit dit en passant, et pour lequel on avait arrêté le prix et tous les éléments. Ça, c'est le fameux terrain situé à côté du 1131 rue Saint-Louis, entre l'église et le parc de la Paix. Là, pour ceux qui se souviennent, là, il y avait un petit lopin de terrain que le propriétaire voulait acquérir. Alors ça, c'est tout réglé de ce côté-là. La seule chose, c'est que ce soir, on a demandé à ce propriétaire-là de trouver ou de nous signifier son notaire. Alors, c'est que l'élaboration du contrat va être faite par le notaire Émile Brassard et que les frais d'arpentage de notaire seront payables par Gestion Galaxy. Alors, et ça permet également au maire et à la directrice générale de signer les documents pour régler cette histoire-là. Alors, Sarto, tu proposes? Oui, propose. Parfait. En 6.5, c'est une formalité. Il faut, par résolution, là, accepter l'embauche d'une dame qui s'appelle Mme Barbara Gauthier, qui va devenir inspectrice suppléante en bâtiment et en environnement. Étant donné que la municipalité de Saint-Pacôme a délégué sa compétence là, en matière d'inspection des bâtiments et en environnement, et lorsque la MRC mandate là, une inspectrice, là, dans le cas présent, c'est le cas, qui risque de travailler évidemment à Saint-Pacôme, alors on doit en faire une résolution qui la nomme là, comme inspectrice régionale comme telle. Alors, si vous êtes d'accord avec cette nomination-là, j'ai un Pierre qui a levé sa main. Parfait. Je propose. Excellent. Alors, en 6.6, moi maintenant, ma place au travail, pénurie de places en garderie, une résolution d'appui. Cette résolution-là, qui est une initiative citoyenne du groupe Ma place au travail, qui, évidemment, dénonce le fait qu'on a un besoin criant là, en matière là, de garderie, et ce, partout au Québec, soit dit en passant, et que leur initiative, là, qui est pour Ma place au travail, qui est issue du Bas-Saint-Laurent, propose des solutions pour régler cette problématique-là et conséquemment demande l'appui de la majorité des municipalités du Bas-Saint-Laurent. Alors, c'est une résolution d'appui, lettre qui sera dirigée vers notre députée Marie-Ève Proulx, ainsi qu'à la FUM et aux autres municipalités là, du Kamouraska. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, j'accueillerai un proposeur. J'ai quelqu'un qui propose. Sarto. Merci bien. En 6.7 maintenant, un mandat pour afficher le poste là, de jardinier-jardinière. Nous avons
dans le contexte là, budgétaire et également dans une résolution précédente, fait état justement là, du besoin d'entretien de nos parcs et de nos plates-bandes. Et à cet égard, le Conseil est maintenant rendu à l'étape là, de faire un appel de candidature pour embaucher une personne pour être en mesure d'éviter de perdre là, le contrôle là, de nos parcs, de nos terrains, de nos plates-bandes, alors qu'on a déjà alloué des argents au budget 2021, mais qui, selon l'estimation de l'administration, est insuffisant et pour lequel il y aurait un montant d'environ 5 000 $ à affecter du surplus libre là, pour l'embauche d'un jardinier, jardinière, si évidemment on trouve cette ressource. Alors, si vous êtes d'accord avec cette proposition, on libérait un 5 000 $ de plus dans le budget comme tel. Alors, j'ai Pierre qui propose. En 6.8, nomination d'un maire suppléant à chaque période d'environ 6 mois. Le premier semestre de l'année et le deuxième semestre, on nomme un maire suppléant pour prendre la relève là, du maire en période d'absence, y compris évidemment les rencontres à la MRC. Bon, c'est pas arrivé à date là, depuis le début du mandat, mais on ne sait jamais. Alors, il reste encore 5 mois avant, 4 mois, que dis-je, avant la fin de à partir du 1er juillet, 4 mois qui permettraient là, d'avoir un maire suppléant. Et le Conseil a proposé que M. Sartaud-Dubé soit le maire suppléant pour la dernière partie du mandat en cours, soit du 1er juillet au 1er novembre ou à peu près. Là. En fait, jusqu'à la fin du mandat, là, je pense que c'est le 7 novembre, mais j'y vais de mémoire. Alors, est-ce que j'ai toujours Pierre? Ah, j'ai Philippe, parce que Pierre a la main levée. C'est bien ça, Pierre? Oui. J'ai mis Pierre là, comme proposeur. Je réserve Philippe pour une prochaine. Camp de jour 2021. Alors, vous savez que le camp de jour est un sujet délicat et pour lequel la municipalité a fait beaucoup d'efforts. Ça a été écrit, c'est pas toujours compris, mais je veux le réitérer là, pour ceux qui écouteraient là, cet enregistrement de cette session du Conseil. Les efforts ont été faits auprès de nos municipalités voisines. On a contacté Saint-Philippe, Rivière-Ouelle, Saint-Gabriel, Mont-Carmel et Ville-la-Pocatière pour nous donner un coup de main dans un contexte où depuis janvier 2021, on fait évidemment de l'affichage pour avoir un coordonnateur ou coordonnatrice en loisirs à un taux salarial de près de 18 $ de l'heure, ce qui est fort intéressant, mais pour lequel on n'a eu aucune candidature qui rencontrait évidemment là, nos exigences. Alors, à cet effet-là, on a dû se tourner vers nos voisins. Seul Mont-Carmel est capable de nous recevoir et le Conseil a débattu sur les frais additionnels que envoyer nos enfants à Mont-Carmel pourrait encourir. Donc, on est venu à la conclusion qu'avec un montant d'aide financière de 125 $ par enfant, pourrait grandement aider là, les parents à assumer les frais additionnels que les parents doivent assumer quand on est non résident. Alors, les frais de 385 $ à Mont-Carmel pourraient être réduits de 125 $, aide financière accordée par la municipalité pour chaque enfant avec cet intérêt-là. Toutefois, s'il y a même des parents qui ont des enfants dans d'autres environnements, dans des terrains, des camps de jour privés ou dans d'autres sites comme tels, cette subvention-là ou cette aide financière demeure également pour ces parents-là. Donc, tout parent qui placerait son enfant à l'extérieur de la municipalité de Saint-Pacôme se verrait, à leur demande, attribuer là, une aide financière de 125 $ par enfant pour les aider dans ce placement-là qu'ils auraient à faire cet été. Alors, si vous êtes d'accord avec ce plan-là, est-ce que j'ai un proposeur? Alors, Sartaud propose. J'aurais une question, Robert. Ah oui, vas-y, Pierre. Cette idée-là
d'aide financière aux parents, là, elle vient d'où? Ben, elle vient du fait que c'est entre nous. Lorsqu'on a eu le débat et qu'on ne trouvait pas d'aide de personne pour régler cette situation-là, mais en envoyant les enfants à l'extérieur, ben, ils ont un forfait additionnel à ce que ça coûte. Tu sais, comme chez nous, par exemple, c'est 250 $ que ça coûte là, pour être dans un camp de jour régulier. Alors que là, à Mont-Carmel, c'est 385 $ parce qu'on est sous le coût d'un non-résident, donc plus cher que ce que ça coûterait même pour leurs propres résidents. Alors, on a décidé, avec la discussion qu'on a eue, de donner un petit coup de pouce là, aux parents dans un contexte là, de coûts un peu plus élevé que ça leur coûterait. OK, donc vous avez décidé ça là, à la dernière séance de travail? Oui, ça a été décidé à la dernière séance de travail, effectivement. Eh bien, chers collègues, je vous adresse mes plus sincères félicitations. Bien, merci beaucoup. Alors, Philippe, c'était un peu là, pour renchérir là-dessus, Pierre, juste parce qu'on s'était basé sur le fait que si un enfant serait venu à Saint-Pacôme, ça aurait coûté, mettons, 250, comme Robert a dit, ben, nous autres, on paye la différence. Là. C'était pour aider parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur, je peux me permettre, sur les réseaux sociaux, là, de parents qui disaient qu'on ne pensait pas à eux, puis que la municipalité ne faisait pas d'efforts, puis tout ça. Puis ça m'a vraiment touché un peu parce qu'effectivement, la municipalité, depuis janvier, a affiché le poste 3 fois. Puis un salaire de 18$ pour ça, je trouve que c'est quand même acceptable. Mais c'est pas vrai qu'on ne fait pas d'efforts. C'est juste que les gens ne répondent pas à ça. Puis on trouve que d'aider quand même les gens, ben, c'est pas de les laisser abandonner. T'sais, c'est comme quand les écoles ont fermé, les gens, il a fallu qu'ils se revirent de bord. Puis des fois, c'était pas facile. Ben, nous, on manque de personnel. C'est de même partout. Fait qu'on tient à aider les familles aussi. Là. C'est un très beau geste. C'est un très, très beau geste. Je vous en félicite. Et d'autant plus que je pense que si on avait monté le salaire offert à 22,5$ de l'heure ou 23$, on n'aurait pas pu se trouver de monde. Il n'y en a pas. Moi, ça aurait été les monitrices qui auraient manqué. Oui. On aurait eu un coordonnateur, mais pas de monitrice ou pas de moniteur. Parce qu'à un moment donné, oui, on va augmenter le salaire du moniteur, mais en tout cas, la cour d'eau, mais. C'est ça. C'est bon. Good job, gang. Parfait. Alors, c'est M. Sorto qui a fait la proposition et ça nous amène au bloc 7. Bloc 7, là, pour lequel il y a 7 dossiers, mais vous allez voir que ça va aller assez rondement parce que ce sont des recommandations faites par le CCU et qui, pour la grande majorité, là, rencontrent les critères sans problème. Alors, on part avec, en 7.1, une demande du 148 rue du Faubourg. Alors, c'est une demande là, pour remplacer 2 portes en bois par une porte en acier. Alors, le modèle convient sans problème là, aux critères du PIA. Qui plus est, elle n'est pas, c'est pas une porte qui est frontale, c'est de côté. Alors, c'est pas un élément là, qui brise tout l'élément architectural. Alors, le CCU, dis-je, a recommandé l'acceptation de cette demande de permis. Alors, j'ai Pierre qui propose au 210 boulevard Bégin. 210 boulevard Bégin, pour ceux qui s'en souviennent, là, c'est la maison, là, l'ancien là, hôtel, là, si ça a déjà été un hôtel à l'époque, si ma mémoire est bonne, là, en face du pont de la Pruchière, là, la grosse maison qui appartenait à Jean-Pierre Tirement. C'est une dame, Marie-Ève Giroux, qui est maintenant là et qui va faire à cet endroit-là un garage de 10 par 32 qui va être recouvert en tôle autant au niveau de la toiture que des murs extérieurs et l'installation d'une piscine creusée également de 14 pieds par 32 qui va respecter les marges sans problème. En fait, le CCU recommande sans problème cet élément-là ou cette demande de permis parce que c'est pas visible là, de la rue, ces éléments-là qui sont là vraiment en arrière. C'est un grand terrain qu'ils ont. Alors, d'une part, ça n'affecte pas non plus l'aspect architectural là, de l'environnement. Alors, Philippe propose
La prochaine demande est au 9 rue Lebel. 9 rue Lebel, c'est un garage qui va être construit à cet endroit-là et pour lequel là, la marge de recul ne peut pas être respectée. La marge de recul, je dis c'est la marge latérale dans le cas présent, donc de côté, est de 1,12 m et par rapport à un 2 mètres. On a regardé plusieurs options là, de rapetisser le garage, mais là, évidemment, on devient un garage trop étroit. On a également regardé la possibilité de le déplacer vers l'arrière. Mais la conclusion est la suivante, c'est que la marge latérale comme telle, là, en apparence, je dis en apparence parce que quand le garage va être bâti, il va y avoir comme 3 mètres de terrain sur le côté et après ça, il y a un petit muret qui descend et pour lequel là, on se retrouve sur le terrain du voisin. Donc, le 1,12 m est là, vraiment là, à titre, là, selon le cadastre là, comme tel, là, mais physiquement, ça ne change absolument rien à la vue qu'on a parce qu'il va y avoir un terrain assez grand qui va être chez le voisin et le voisin ne voit pas aucune problématique là, à ce qu'il soit à 1,12 m par rapport aux 2 mètres. Alors, c'est une dérogation mineure qui est demandée, acceptée par le CCU. Et ça, c'est sur la rue Lebel. Pour ceux qui connaissent la rue, là, c'est le cul-de-sac là, du côté ouest de la rue Lebel. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Sarto, question ou approbation? Question, puis il m'a proposé après. Les renvois d'eau, puis de la neige, puis tout ça, ça tombe-tu sur le terrain du voisin ou ça reste sur son terrain, lui? Le toit, est-tu... Le toit verse vers le voisin, oui. Mais la maison, puis comme je vous dis, il y a 3 mètres physiquement qu'il va y avoir là, entre le garage et la petite baisseur, là, le petit muret. Là, tu sais. Alors, il y a suffisamment de terrain pour absorber la pluie. La neige, c'est une autre histoire. Là. La neige là, va être envoyée possiblement du côté... En fait, là, il y a plusieurs places où il peut envoyer sa neige. Il ne l'enverra probablement pas chez le voisin, j'assume. Mais à cet égard, là, il n'y a pas de problème au niveau de la pluie, de l'eau et de tout ce qui est évacuation des eaux là, causées par ce bâtiment-là. Propose. Alors, M. Sarto-Dubé propose. On a maintenant au terrain numéro 3 de la rue William, on a un monsieur, Maxime Beaumont, qui a fait une proposition pour installer une construction sur un étage, alors que la réglementation du secteur, qui date là, des années 2015, proposait dans cet environnement-là des habitations de 1 étage et demi, 2 étages ou 2 étages et demi. Alors, le CCU ne recommande pas cette dérogation mineure demandée par M. Beaumont. Et la raison est assez simple, c'est que le secteur qui s'appelle la rue Power maintenant, l'ancienne rue Domaine du Boisé, la rue William également en partie, possèdent et ont reçu des permis pour des maisons de 1 étage et demi, 2 étages, 2 étages et demi. Conséquemment, on créerait un préjudice là, à ceux qui, à l'époque, ont eu ce genre de construction-là et qui ont suivi la réglementation. Et pour cette raison-là, on veut que le Conseil n'accepte pas cette dérogation-là pour faire savoir à M. Beaumont, bien, présenter un plan au moins qui rencontre l'usage prévu. Alors, Philippe propose ce refus de dérogation. On est rendu au point 7.5, c'est une demande pour le 278 boulevard Bégin. La propriétaire du 278 boulevard Bégin demande l'installation d'une piscine hors terre de 18 pieds par 52 et une clôture de 6 pieds sur une longueur de 120 pieds sur le côté et de 35 pieds en façade avec des lamelles intimitées. Alors, le CCU ne voit pas de problème à accepter cette demande-là dans le contexte, encore une fois, tout comme le cas que nous avons vu tantôt au 210 de Mme Marie-Ève Giroux, c'est non visible de la rue et pour lequel le CCU dit qu'il n'y a aucun problème à accepter
à part la clôture là, qui est au fond de sa cour. Alors, en tout cas, ça ne brise pas l'aspect architectural là, du coin qui est visé par cette demande-là. Ça, en passant, le 278 Bégin, c'est à côté de la vieille grange, là, en s'en allant vers le garage Chamberlain. Là. C'est le voisin d'à côté, là, qui a une grosse maison avec. Il y avait autrefois 2 lions, si ma mémoire est bonne, là, à l'entrée, là, qui ne sont plus là, pour ceux qui se souviennent de ce coin d'environnement-là. Jules Gérard Lévesque, qui s'appelait. Question. Oui. Le 35 pieds en façade, là, c'est en avant de chez eux, là? Non, c'est en arrière. Okay. En fait, c'est pour bloquer la piscine. C'est pour que la piscine ait son intimité, là. Quand on dit en façade, c'est en façade de la piscine. Mais c'est en arrière de la maison. C'est pas sur la rue, là. Absolument pas. Ouais, c'est pour éviter ce qu'on a eu dans Louis William. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, M. Dubé, mais. Je propose. C'est beau. Mais moi, j'avais une question, Robert. Est-ce que la piscine va être clôturée? Oui, c'est pour ça la clôture là, qu'on parle. C'est pour ça que c'est un 125 par 35 pieds avec lamelle intimité, justement pour permettre là, à personne de voir. C'est surtout les gens qui sont sur la rue Fortier, dans leur cour, qui pourraient voir cette piscine-là, parce que c'est le deuxième voisin, là, comme tel. Alors, c'est pour ça là, que c'est vraiment là, pour entourer la piscine là, qui a elle-même 52 pieds là, de long. Oui, mais moi, c'est surtout l'aspect sécurité qui m'importe, qu'il n'y ait pas un jeune enfant qui puisse accéder à la piscine sans surveillance ou quelque chose comme ça. Là. Oui, mais vous savez peut-être que la nouvelle réglementation provinciale là, ne donne plus de droits acquis à des gens qui avaient des piscines sans clôture et ne permet plus aujourd'hui, et ça les inspecteurs le savent très bien, de faire la construction d'une piscine sans être clôturée maintenant. Alors, j'ai un petit blanc de mémoire sur la date à laquelle les droits acquis sont en train d'être abolis. Il me semble là, que c'est dans les années 2010, mais avec réserve, là, parce que je ne suis pas assez chaud dans ce dossier pour vous donner des dates, mais actuellement, c'est proscrit de faire une piscine sans clôture. Merci beaucoup. Alors, c'était le 7.5. 7.6 au 206 boulevard Bégin. Alors, 206 boulevard Bégin, c'est strictement là, une mise à niveau de la demeure avec 8 fenêtres qui seront remplacées au niveau du rez-de-chaussée, 2 autres fenêtres au sous-sol, ainsi que les 2 portes d'entrée et plusieurs là, réparations qui vont se faire là, comme telles là, autour là, de la maison, des fenêtres, du sous-sol, ainsi que certaines fissures de solage à réparer. Alors, c'est une réparation qui rentre dans les normes édictées par le CCU, donc les fenêtres gardent le même type. La particularité ici, là, c'est qu'il y a un changement du côté de son revêtement extérieur qui convient très bien au CCU, soit dit en passant. Là, ça va être du Connexel de couleur bois de santal, là, qui est une forme là, de beige, beige antique, avec des moulures en bois, et pour lequel on a juste rappelé à ce citoyen-là que le cadrage et les coins soient conservés, qui sont là des cadrages et des coins en bois, qui soient conservés là, pour, dans le contexte de ce rafraîchissement de demeure. Alors, le CCU recommandait cette acceptation de permis. Alors, Pierre, je vois ta main levée. Parfait. Le point 7.7, c'est une demande de permis pour le 174 boulevard Bégin, qui est le fameux plan B, là, notre restaurant là, ou cantine là, locale. Les propriétaires veulent installer temporairement, et ça, c'est pour cet été, un genre de roulotte, là, communément appelé en bon français un food truck, là, qui mesure 14 pieds par 7 pieds, là, qui serait
notamment un bar laitier, parce que toute la partie là, nourriture se regardait à l'intérieur des installations du casse-croûte actuel, mais veulent ajouter ce service de bar laitier et en faire l'expérience. Alors, c'est pour 1 an. Et après 1 an, ils vont revenir avec une demande plus formelle. Alors, c'était la recommandation du CCU de l'accepter. Alors, j'ai Philippe qui accepte cette proposition comme telle. Alors, ça nous amène au point 8 dans les avis de motion et règlements. Je l'ai mentionné tantôt quand je faisais lecture de l'ordre du jour, dans le contexte en fait, là, dans le contexte du 8.1 qui va être le règlement 355 qui modifie le règlement 340 sur la gestion contractuelle, le gouvernement propose que le règlement soit modifié pour ajouter un article pour lequel je vais vous en faire lecture pour faciliter la tâche. Alors, l'article 10.1 qui modifierait notre règlement sur la gestion contractuelle dit la chose suivante, c'est que sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, ça veut dire que quand on achète quelque chose, on peut faire de la rotation auprès des fournisseurs, dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Ça, c'est les 50 000 qu'on fait, qu'on donne, qu'on peut faire chez nous sans appel d'offres. La municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Être un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur, un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente, qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. Sont des biens et services québécois, des biens et services dans la majorité de leur conception, fabrication et assemblage ou de leur réalisation sont faits en majorité à partir d'un établissement situé au Québec. La municipalité, dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat visé au présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillées à l'article 9 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l'achat local. Donc, ce que ça dit fondamentalement, c'est que le gouvernement aimerait qu'on favorise autant que faire se peut. C'est pas en fait, là, on doit favoriser les entreprises québécoises à l'intérieur des achats qu'on fait là, au sein de la municipalité. Alors, pour faciliter la tâche de l'administration, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'abroger complètement le règlement 340 qu'on a déjà approuvé, ajouter ce point-là dans le contrat ou le règlement, et on va déposer le règlement complet. C'est bien ça, Andréane, hein? Je ne me trompe pas? Oui, vas-y, Andréane. L'abrogation, c'est celui c'est celui qui suit. Lui, ça peut le modifier jusqu'en 2024. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a ce petit détail. Alors, c'est pour une période de 3 ans jusqu'au 25 mars 2024. Alors, il va rester sous forme de règlement 355 qui modifie une partie du règlement 340. Je m'en excuse. Et pour lequel on va approuver ce règlement-là dans une réunion subséquente lorsque le délai là, pour lequel là, on doit faire, on doit le déposer, le montrer ou l'afficher pour qu'il soit là, connu de la population. Alors, est-ce que j'ai un conseiller qui propose ce règlement-là? Alors, Sarto propose cette modification-là au règlement 340, qu'on appellera le règlement 355. En 8.2, maintenant, celui-là, là, je reviens avec l'abrogation du règlement concernant l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. On a déjà
approuver ce règlement-là, qui est le règlement 353. Donc, celui-ci s'appellera le 356. Compte tenu qu'il y a des modifications à faire à 2-3 endroits là, dans le règlement, vous vous souvenez, puis je fais une petite rétrospective, c'était la MMQ, notre assureur, la mutuelle, qui avait proposé ce règlement-là pour nous prémunir contre tout incident qui pourrait arriver sur le réseau d'égouts ou d'aqueducs causé par une résidence d'un citoyen ou une entreprise. Et la modification qui est proposée aujourd'hui, notamment, touche un point en particulier, qui est l'exigence concernant l'évacuation des eaux pluviales qui proviennent d'un bâtiment. Alors, les eaux pluviales, là, puis ça touche un peu même la question que M. Dubé posait tantôt, qui sont en provenance d'un toit d'un bâtiment, doivent être qui sont évacuées par des gouttières ou par d'autres types de descentes pluviales, doivent être évacuées sur une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se prolonger d'au moins 2 mètres à partir du mur des fondations pour pas que l'eau, évidemment, se retrouve dans les immeubles. Si c'est impossible, par exemple, d'évacuer ces eaux-là sur une surface perméable, elles peuvent être dirigées vers un puits d'infiltration. C'est assez coûteux, mais c'est une possibilité qui est offerte dans ce règlement-là et pour lequel là, il y a des contraintes là, au chapitre là, de la nappe phréatique et pour lequel on doit être à un niveau inférieur à la nappe phréatique et le puits doit également situé à être au moins 4 mètres là, du mur des fondations et au moins 2 mètres de la ligne d'emprise de rue. En tout temps, et c'est ça qui est important, c'est qu'il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un tuyau de descente pluviale au drain de fondation. Alors, c'était, je crois, le principal point. Tu me corrigeras, Andréane, s'il y avait d'autres choses. Je ne crois pas. Et pour lequel, là, pour faciliter la tâche, on abrogerait le règlement 353 pour relancer le 356 avec cette modification-là. C'est bien ça? Bon. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour ce... Alors, Philippe propose. Merci beaucoup, Philippe. Alors, ça nous amène au point. Excusez, M. le maire. Oui. 8.2, l'avis de motion, c'est... Pour ce règlement-là, c'est qui l'a fait? C'est Philippe. OK. C'est beau. Alors, à une prochaine rencontre, il y aura l'approbation du règlement comme tel. C'est beau. OK. Alors, ça nous amène au point 9, pour lequel nous avons, c'est marqué point d'information, mais il y a plus que d'informations. Il va y avoir un point sur les brigadiers scolaires. Il y a eu au sein du conseil un conseiller, M. Philippe Gauvin-Lévesque, qui était mandaté par le conseil pour siéger sur le comité des déplacements actifs. Alors, le comité des déplacements actifs avait fait la demande pour notamment des brigadiers scolaires et d'autres éléments là, de protection pour les enfants de l'école primaire. À l'intérieur de ce comité-là, il y a des demandes qui ont été validées auprès de l'école et pour lesquelles, malheureusement, il y a eu comme peut-être un bris de communication, on n'en sait trop rien. Quoi qu'il en soit, la validation a été faite auprès du directeur de l'école La Pruchière qui nous a signifié que le conseil d'établissement scolaire n'a pas fait de demande formelle et n'a pas non plus de résolution pour doter l'école de brigadiers scolaires. Ce faisant, malgré la demande du comité de déplacement actif, M. Philippe Gauvin-Lévesque a fait une recommandation avec des données probantes, c'est-à-dire qu'au sein là, de la Société d'assurance automobile du Québec, il y a une façon de calculer avec des critères assez précis, le nombre de voitures, la vitesse, le nombre d'étudiants qui traversent
un endroit là, qu'on appelle, là, j'oublie le nom, là, une traverse. Andréane, aide-moi, comment ça s'appelait, là? Traverse. Un passage clouté. Un passage clouté. Et voilà. Traverse piétonnière. Une traverse piétonnière, passage clouté que j'ai entendu. J'oubliais ce nom-là. Et dans l'exercice que M. Gauvin-Lévesque a fait, là, qui était assez révélateur, ça démontre d'une façon flamboyante, je devrais dire, que le besoin d'un brigadier ou de brigadier scolaire aux deux endroits qu'on visait, c'est-à-dire face au pont de la Prouchière et près de l'établissement de la Caisse populaire là, de Saint-Pacôme, n'était pas requis avec les données qui ont été recueillies. Et soit dit en passant, je fais une petite parenthèse, ce même exercice-là avait déjà été fait par Mme Collard-Simard à son arrivée à l'époque, devant l'école. Et même à ce moment-là, il n'y avait pas un tel besoin qui avait été identifié. Mais le rapport de M. Gauvin-Lévesque est assez probant. Et pour cette raison-là, fort évidemment là, des données qu'on a en main maintenant, le Conseil recommande là, de se retirer du dossier des brigadiers scolaires d'une part, tout en maintenant un achat qui est déjà fait et pour lequel on a des retards probablement causés par la COVID, là, d'installer les fameux les lumières, là, ce qu'on appelle dans notre langage des califlash, là, mais qui sont là des enseignes lumineuses qui pourraient être actionnées par les jeunes quand ils veulent là, traverser la rue pour informer les voitures là, qu'il y a une personne qui veut traverser la rue au-delà, évidemment, des étudiants. Ça peut être également les piétons. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, on se retire. Oui, monsieur. Si vous me permettez, là, je voudrais juste renchérir là, sur le document que j'ai déposé, dans le fond, qui explique un peu les raisons puis l'état de la situation du dossier. Il faut aussi prendre en considération là, les points 1 et 2 là, qui étaient supposés être pris en charge par le comité pour ne pas surcharger l'administration. Fait qu'on fait bien la différence là, du processus que ça impliquait que d'avoir des brigadiers scolaires gérés par la municipalité, si on veut. Là. Donc, ce document-là qui avait été déposé là, au conseiller, là, il est toujours accessible. Là. Parfait. Merci beaucoup, ça précise. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose, j'ai M. Sartaud-Dubé qui propose... J'aimerais aussi peut-être mentionner là, les califlash qui sont prévus pour pas loin du pont fer là, pour aller à l'école sont toujours en commande. Puis les califlash qu'on avait prévu installer au coin de la caisse, ils sont toujours en commande aussi. On les garde toujours, ceux-là? Oui, on les conserve toujours. J'ai Pierre qui est juste un petit peu avant Andréane. Je ne sais pas si... Puis Andréane tout de suite après. Oui, Pierre? Moi j'aimerais ça, Robert, et tous mes collègues, là, incluant Andréane, qu'on réfléchisse à la question de la vitesse dans notre village. Moi là, je trouve qu'on a un vraiment sérieux problème de vitesse. Les gens roulent vite. Je me souviens, à un moment donné, j'avais parlé avec Nicolas d'installer un passage clouté ou une traverse piétonnière en face de chez Gilbert Royer, parce que, tu sais, les autobus scolaires arrêtent souvent là, l'autobus Transapt arrête là. Nicolas m'avait dit, puis il avait raison, il m'avait dit, Chris, fais pas ça, Pierre, il y a des gens qui vont se faire tuer. Parce que les gens ne respectent pas. Tu sais, quand tu vois un piéton s'engager dans une traverse, ta job, c'est d'arrêter. Mais il y a plein de monde qui ne le font pas. Moi, je vous lance ça comme ça, là, tu sais, j'ai pas de date. Mais réfléchissons à cette question-là. C'est pas une question simple. On a déjà demandé à nos policiers, on a installé des radars, comment est-ce qu'on appelle ça, Robert, des radars pédagogiques? Tout à fait, oui. Oui, tu sais, puis tu as plein de monde face au radar pédagogique qui lève un doigt d'honneur quand il passe devant. C'est vous dire comment c'est qu'on comprend ça. Je me souviens de un de nos concitoyens sur la rue du Moulin, en face de qui on avait mis un dos d'âne. C'est pas lui qui l'avait demandé. L'administration avant nous autres avait décidé ça. Je sais pas trop pour quelle raison.
pourquoi le mettre là en particulier plutôt qu'ailleurs. Puis lui, il se faisait faire, le propriétaire en question qui était en face du dos d'âne, se faisait faire également des doigts d'honneur quasiment souvent, tu sais, je veux dire, comme si c'était lui qui était responsable de l'installation du dos d'âne. Alors que pas du tout, il n'y avait rien à voir avec ça. D'ailleurs, il est bien content qu'il n'y en ait plus, parce que, tu sais, mais il faut se poser cette question-là. Il faut y réfléchir sérieusement. On n'a pas, en tant que conseil municipal, le pouvoir pour vraiment gérer ça, mais je veux dire, on a des gens à qui on peut demander des conseils, le ministère des Transports, etc. Il va falloir réfléchir à ça à un moment donné avant qu'il arrive quelque chose de grave. J'ai Andréane et Philippe, puis je vais réagir à ça par après, Pierre. Alors, Andréane? Moi, c'est simplement un complément d'information, M. le maire, concernant la signalisation lumineuse. C'est strictement, il y a juste une signalisation qui est combinée en deux, là, mais pour le parc de la Pruchière. Donc, cela de la caisse, ça, j'en ai jamais entendu parler. C'est juste pour répondre à Sarto, là. Puis le califlash, là, il est pour une traverse piétonnière, là. Il n'y a pas deux califlash en commande. Mais le califlash se scinde en deux. Mais c'est une signalisation. Je ne sais pas si c'est clair. Mais on avait déposé au budget un deuxième califlash. Ben ça, c'est pas. Ça, c'est dans le PTI. Ça, c'est pas en commande. Là, on n'a pas reçu le premier. Il faudrait peut-être remettre ça si vous voulez à la prochaine séance de travail. OK. C'est Philippe, puis Sarto. Ben, merci, Pierre, parce que je vais compléter avec ce que tu disais. Comme je dis dans le document, là, à la fin, dans la conclusion, je pense qu'avec tout ce qu'on a remarqué, c'est beaucoup plus un problème d'éducation des automobilistes qu'une dangerosité des traverses. Parce que le lieu, comme Nicolas l'avait dit, dans le croche, là, chez Accept, c'est hors de question. Si on calcule la vision et tout ça, c'est pas un endroit propice. Mais de travailler pour trouver un moyen de prévention, d'éducation des automobilistes. Parce qu'on va se le dire, les enfants, eux, ils sont capables de respecter le fait de rester sur le bord du chemin quand il y a une auto qui avance. Mais c'est les automobilistes qui ne sont pas capables de respecter le fait de s'immobiliser devant une traverse. Si je réitère encore une fois, les traverses ne sont pas dangereuses. C'est les automobilistes qui sont dangereux. Sarto, tu avais un point à apporter? Oui, c'était pour le deuxième de califlash au coin de la caisse, là. Il est dans le budget 2021, mais on ne l'a pas acheté encore, j'ai bien compris, là, c'est ça? C'est ça. OK, c'est bon. Puis puis, juste pour donner une contre-vision à Pierre, il m'arrive assez souvent là, d'arriver de la Pocatière ou même de Saint-Gabriel, mais je te dirais que mon expérience me dit qu'il y en a plusieurs qui ralentissent quand on arrive là, sur la 230 de la Pocatière. Je le vois parce que des fois, je suis troisième, quatrième, puis je les vois toutes ralentir. Alors, ça a un certain impact. Il y en a certains, je suis sûr, là, puis là, je rejoins Philippe à 100%, une question d'éducation, il y en a qui ne l'accepteront jamais, mais une grande majorité des gens le font. Maintenant, ce qu'on doit réfléchir, c'est sûr qu'il y a de l'éducation et il y a un élément là, très factuel dans ce que je vais dire, c'est qu'on ne peut pas garder nos radars pédagogiques aux endroits qui sont là indéfiniment. Le ministère des Transports va nous revenir, ça ne sera pas là en nous disant, écoutez, là, ce n'est pas un élément permanent, ça, là, vous devez déplacer. Alors, peut-être que près de chez Royer, l'épicerie, ça serait une bonne place. Peut-être qu'on devrait le mettre aussi avant de descendre la côte de l'église. En tout cas, je laisse ça à Andréane sur le soin de trouver la meilleure place, à moins que le conseil veuille en débattre. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il va falloir les déplacer pour que les gens réalisent. Oh, Colin, c'est vrai, ici aussi, il faut aller tranquillement parce que le danger, c'est que quand on arrive de Saint-Gabriel, ça ralentit à 50 là, quand tu arrives devant le centre d'Anjou, etc. Mais tout à coup, là, la vitesse reprend. Ça descend toujours hein, jusqu'à l'église. Ça, je l'ai vécu, là, qu'on remonte à 60, 70 km/h. Il y a peut-être, là, en se faisant ces changements-là, on va changer les habitudes, les gens vont peut-être regarder un petit peu plus. Mais il y a un point positif, Robert, c'est que sur la rue de la Pruchière, qui longe le golfe,
c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je vois plus, en tout cas, les fois que je vais jouer au golf, je vois plus des gens rouler à des vitesses excessives. En majorité, on respecte le 30 km/h. Oui. Monsieur Sarto. Celle-là, sur la rue Galarno, là, il est situé pas loin de l'ancienne résidence qu'on a déjà eue. Là. Il est peut-être trop trop par en haut. Il faudrait qu'il soit plus vers le centre d'Anjou parce que ça ralentit en avant de la résidence à croiser des chemins, mais ça repogne de l'air plus loin, puis ils se font pogner en avant de l'hôpital d'Anjou. Oui. Alors, c'est pour ça là, que on va demander à Andréane quand ce sera le temps, parce que j'imagine que le ministère du Transport va réagir là, à un moment donné. Je pense qu'il nous avait dit 6 mois ou quelque chose de même. Là. Et là, on a même dépassé ça, je pense bien. C'est beau. OK. Alors, j'arrive au point 10 pour lequel... Est-ce qu'on a fait une résolution pour le point d'information 9.1? Oui. C'est toi-même qui l'as proposé. Je ne me suis pas pris en note. Moi, je l'ai pris. Alors, les correspondances seront déposées au procès-verbal pour ceux qui, en fait, le titre des correspondances en point 10. Dans les nouvelles affaires, on a un point qui a été ajouté là, en point 11.1. C'est un projet de résolution concernant là, les restes des 215 enfants, la triste situation, sur l'ancien pensionnat autochtone là, à Kamloops, là, en Colombie-Britannique. Alors, nous avions eu une proposition du conseiller M. Pierre Lachaine pour une résolution. En parallèle, est arrivée aussi une résolution qui a été demandée par la Fédération québécoise de municipalités, notre fédération. Alors, il a été discuté en session de travail de jumeler cette résolution-là parce que celle de la FQM vise principalement à faire une démarche auprès du gouvernement du Québec, alors que la proposition de M. Lachaine était plus large et visait, d'une part, une demande auprès du gouvernement du Canada de faire tout en son pouvoir là, afin d'éclaircir les circonstances des décès là, des 215 enfants. Et également, cette résolution-là appuyait la demande là, de la nation là, autochtone pour obtenir une enquête là, d'une instance neutre et objective, soit la Cour pénale internationale, afin de faire la lumière sur les événements entourant l'existence là, des pensionnats. Alors, ce qu'on voulait proposer dans cette résolution, c'est de jumeler ces deux éléments-là qui, de toute façon, étaient envoyés d'une part au gouvernement fédéral par le biais là, du premier ministre Justin Trudeau et aussi au ministre là, des relations là, avec les Autochtones et de la couronne autochtone, et ainsi que M. Miller, le ministre des Services aux Autochtones, ainsi qu'au premier ministre du Québec et évidemment le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Yann Lafrenière. Alors, par ces envois-là, incluant ce qu'on vient de discuter, on pourrait là, en fait, là, faire le tour de toute cette délicate et triste question. Il faudrait aussi ajouter, Robert, qu'il faudrait envoyer cette résolution-là, une copie de la résolution à l'Assemblée des Premières Nations et à la Nation autochtone de Kamloops, dont la chef s'appelle Rosaline, je l'ai écrit dans mon texte. Oui, Rosanne Casimir. Oui. C'est ça. Voilà. Oui, parce que dans la résolution de la Fédération québécoise de municipalités, Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations, reçoit une copie et M. Pita Ahatami, le président de la société Makivik, reçoit également une copie. Mais on peut l'envoyer également à Mme Rosanne Casimir là, par la même occasion. Là, et je crois qu'Andréane, dans la correspondance de la FQM, les adresses courriels
sont toutes incluses. Puis, excepté celle de Rosanne Casimir qu'il faudra peut-être là, trouver. Là, parce que Robert, j'ajouterais que je ne suis pas certain que Mme Rosanne Casimir parle français. Et tu vas trouver le nom de la nation, Andréane, là, je l'ai indiqué dans ma résolution. Je suis disponible pour la traduire en anglais, si besoin est. Parfait, excellent, bien, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution combinée? Alors, j'ai Philippe qui propose. Excellent. Alors, ça nous amène, à moins qu'il y ait de nouvelles affaires, si vous n'en avez pas, à la période de questions pour laquelle il n'y a pas de questions, à la levée de l'Assemblée à 20h51. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Sarto. Merci bien. Alors, il est 20h51. Bien, merci à tous et sur ce, on peut arrêter l'enregistrement et Bonsoir. On va se dire juste un petit mot par après. Merci beaucoup, Andréane, de fermer l'enregistrement.